Salut à vous les viewers. Trahison amoureuse, donc c'est une chaîne où je pense que la personne qui tient cette chaîne, si c'en est une, et pas une IA qui fait de l'automatisation, je ne sais pas, parce que j'ai mis un commentaire, en fait tout ce que j'ai eu en retour, c'est un j'aime et rien de plus. Donc voilà. Mais ma foi, eh bien, ce que je reproche à ces histoires, c'est le vide qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, en plus, la plupart du temps, c'est toujours les femmes qui sont toujours des... Elles trompent leur mari, elles sont orgueilleuses, vaniteuses, etc. Mais il y a des hommes aussi comme ça, hein. Parce que la jante, c'est tellement plus facile de mettre ça sur le dos de la jante féminine, mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'hommes sont aussi comme ça. Beaucoup d'hommes le sont. Et ils se gênent pas pour l'être. Donc, moi, du coup, j'ai trouvé une histoire que j'ai trouvé pas mal. Le scénario était bon. C'est juste le fond qui n'allait pas. Le mec, c'est un moine bouddhiste. Le gars, il a toujours les bonnes réparties, les bonnes réponses. Ça va très bien tout le temps. Il n'a aucune faiblesse, il n'a pas de colère, il n'a pas de remords, pas de regrets. Dès la nuit même où il a arrêté d'être, en gros, le meuble de décoration, direct, tout de suite, ça a été qu'il il n'a jamais aussi bien dormi que cette nuit-là, etc. Il prend tout avec philosophie. Tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame. C'est la fête. C'est le héros, tu vois. Mais le héros tellement peu humain que dans un vrai bouquin, c'est le genre de bouquin, malheureusement sans être méchant, où tu lis 3-4 pages, et puis au fait, au bout de 3-4 pages, tu t'aperçois qu'en fait, tu connais déjà la fin. Donc, tu poses le livre et tu dis, bon, on va peut-être faire une lecture un petit peu plus enrichissante quand même. Et avec un peu plus d'émotion. Donc, j'ai refait l'une des histoires donc, de trahison amoureuse. Et je vais d'ailleurs la faire lire par la même synthèse vocale qu'il utilise. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets du coup en description le lien de sa vidéo. Donc si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Pour ma communauté, ça ne sert à rien de mettre des commentaires sur sa chaîne parce que de toute façon, vous n'aurez que un j'aime, c'est tout. Vous n'aurez aucune réponse constructive là-dedans. Parce que moi j'ai mis un commentaire pour lui expliquer ce qu'il fallait dans ces histoires pour qu'elles soient humaines. Mais le propriétaire de cette chaîne, pour lui, tout ce qui compte, c'est les vues. C'est tout. Point. Même si les histoires sont vides, sont d'un gouffre abyssal, il s'en fout. Le principe, c'est de faire le plus de contenu possible, le plus vite possible, et voilà. Allez, je vous laisse du coup avec l'histoire que j'ai remaniée, et sachez que, au niveau de la loi, ce n'est pas tout à fait la même chose en fait, hein. Trahison amoureuse dans l'histoire nous a facilité, simplifié les choses, mais c'est pas comme ça que ça se passe en réalité, hein. Vous verrez dans cette nouvelle version, bien plus humaine à mon goût. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Partie 0. Quelques heures plus tôt, j'avais étalé une nappe propre sur la table, et je m'étais rendu compte en la lissant que c'était la première fois depuis longtemps que je faisais un truc pour que ce soit bien. Pour eux. Pour la soirée. Le vendredi poker, c'était devenu mon encre, le seul rendez-vous de la semaine que personne ne pouvait me bouffer. Greg est arrivé le premier, comme toujours, avec un pack de modelos sous le bras et l'air de quelqu'un qui vient chez lui. Kelly derrière, son manteau encore sur le dos, le téléphone déjà à l'oreille, en train de régler une histoire de dossier avec un confrère. Pose ça là, j'ai dit à Greg en montrant le comptoir. Tu m'as pas dit bonjour.
Bonjour, Greg. Voilà. La politesse, ça coûte rien. Il a calé les bières dans le frigo, les a alignées étiquettes vers l'avant, ça manie. Christine vient. Avec son mec. Et Nicole. Et Lindsay est déjà là, elle finit de se préparer. Greg a hoché la tête, et il y a eu ce petit silence, ce micro-temps d'arrêt, parce que tout le monde dans ma vie avait fini par développer ce réflexe quand je prononçais le prénom de Lindsay, une seconde de prudence, comme on retient son souffle en passant devant une pièce où ça pourrait crier. Quoi? J'ai dit. Rien. Greg a refermé le frigo. Kelly, tu veux quoi? Une seconde, a répondu Kelly sans quitter son téléphone, la main sur le micro. Non, pas vous, maître. Je disais ça à mon mari. Christine et son mec sont arrivés vers 8h30, lui avec un sachet de chips de chez Central Market, les bonnes, celles à la patate douce, et elle avec une bouteille de vin qu'on n'allait pas boire parce qu'au poker on buvait de la bière, c'est la règle, mais elle apportait du vin quand même, à chaque fois, par principe. Nicole un quart d'heure après, en s'excusant pour le retard, un truc de babysitter pour son neveu. Et Lindsay est sortie de la chambre. Elle s'était habillée pour la soirée. Pas trop. Juste assez. Cette robe que j'aimais, celle qui faisait un bruit de tissu quand elle marchait, et je me souviens d'avoir pensé, en la voyant, qu'elle était belle, et d'avoir eu un élan vers elle, simple, idiot, l'élan du mec qui trouve sa copine belle et qui a envie de le lui dire. Je ne lui ai rien dit. Depuis quelque temps, je gardais ces trucs-là pour moi. Je ne savais plus comment ils seraient reçus. Salut tout le monde, elle a lancé, et la pièce s'est réchauffée d'un cran, parce qu'elle savait faire ça, entrer dans une pièce et l'allumer. C'est une qualité, ça. Une vraie. Je l'avais aimée pour ça, entre autres. Elle a embrassé Christine, fait un câlin à Nicole, tapé dans la main du mec de Christine. On joue à quoi ce soir? A demandé Greg en s'asseyant à sa place, à ma gauche. Hold'em, j'ai dit. Toujours Hold'em. Parce que c'est le meilleur. Le seul où le bluff compte vraiment. Dit le mec qui bluffe jamais, a glissé Lindsay en s'installant, et il y a eu un petit rire autour de la table, gentil, et sur le moment je l'ai pris comme une taquinerie de couple, le genre qu'on se fait, et j'ai souri. C'est plus tard que j'ai compris qu'elle avait commencé tôt, ce soir-là. Très tôt. Dès la première vanne. Et que moi, par habitude, je ne les comptais déjà plus. Tout le monde s'est assis. Greg et Kelly à ma gauche. Christine et son mec dans le coin. Nicole en face de moi. Et Lindsay à côté de Nicole, et déjà, à peine assise, le téléphone dans la main, le pouce qui faisait défiler, ce petit bruit de succion de l'écran qu'on entend dans le silence. J'ai pris le jeu. J'ai commencé à battre les cartes. Le FRRRT des cartes qui s'entrechoquent, ce bruit que j'aime, mécanique, régulier, qui annonce que la soirée commence pour de bon. La première heure a été bonne. Vraiment. C'est ça qui rend le reste pire, après que ça ait été bon d'abord. Greg a tout perdu en 3 mains parce qu'il bluffe comme un sabot, il annonce ses jeux avec la tête avant les cartes. Kelly a raflé un gros pot avec une paire de 8 qu'elle a joué comme une carrée, et elle a fait un petit salut de la main en ramassant les jetons, et Greg a juré que sa femme trichait, et Kelly a dit qu'elle n'avait pas besoin de tricher avec un mari qui montre son jeu comme un panneau d'autoroute. Le mec de Christine a essayé d'expliquer un truc de crypto entre 2 mains, quelque chose sur des jetons qui montent, des jetons qui descendent, et Nicole lui a demandé si c'était comme nos jetons de poker, et il a dit non, pas du tout, et personne n'a compris, et on s'en foutait, c'était bien. Il y a eu la main où Christine, qui ne sait pas bluffer non plus mais qui ne sait pas qu'elle ne sait pas, a misé gros sur une couleur qu'elle n'avait pas, persuadée que le tas au milieu lui en donnait une, et qui a retourné ses cartes triomphantes avant de réaliser que le trèfle et le pique, c'est pas la même couleur. Le mec de Christine s'est plié en deux. Elle lui a balancé une poignée de jetons à la figure, des vrais jetons en plastique qui ont rebondi partout, et on a passé 5 minutes à les ramasser sous la table, à se cogner la tête les uns les autres, Greg qui hurlait qu'il en manquait un bleu, qu'un bleu valait 50, qu'on ne reprenait pas tant qu'on n'avait pas retrouvé le bleu. On a retrouvé le bleu. Il était dans le revers du pantalon de Nicole. Il y a eu le moment où Kelly a raconté l'histoire de son client de la semaine, un type qui voulait divorcer et se remarier avec la même femme le même mois pour une histoire d'impôt, et personne ne savait si c'était une blague d'avocate ou si ça existait vraiment, et Kelly jurait que ça existait, et Greg disait que sa femme inventait des trucs pour avoir l'air intéressante, et Kelly disait qu'elle n'avait pas besoin d'inventer avec un boulot pareil, et il se chamaillait comme ça, ce vieux.
Ping-pong de couple rodé, 12 ans de mariage, et tu sentais derrière chaque pic qu'ils s'adoraient. C'est marrant, les couples qui durent. Ils se charrient tout le temps et ça respire l'amour. Les couples qui finissent, ils se charrient aussi, mais ça sent autre chose. À l'époque je ne faisais pas encore la différence. J'ai appris depuis. Il y a une Nicole qui a gagné 3 mains de suite avec un calme de joueuse de casino, sans rien dire, sans frimer, juste en raflant l'épaule l'un après l'autre, et Greg qui a commencé à l'accuser de compter les cartes, et Nicole qui a répondu qu'au Texas Hold'em on ne compte pas les cartes, banane, c'est pas le blackjack, et Greg qui a dit qu'il s'en foutait, qu'elle trichait quand même, qu'on ne gagnait pas 3 fois de suite sans tricher, et tout le monde s'est ligué contre Greg, et Greg, vexé, a misé tout son tas sur la main suivante par pur orgueil, avec une paire de 2, et il a tout perdu, et là on s'est vraiment foutu de lui. C'est ça, le karma, a dit Nicole en ramassant ses jetons à lui. Le karma, c'est pour les gens qui savent pas jouer, a répondu Greg, dépité, en se resservant une bière. Le mec de Christine a essayé de relancer sur sa crypto entre deux donnes, quelque chose sur des jetons qui montent, des jetons qui descendent, un graphique, une courbe, et Nicole lui a demandé si c'était comme nos jetons de poker, et il a dit non, pas du tout, et il a entrepris d'expliquer pourquoi, et au bout de 3 phrases plus personne ne suivait, et on s'en foutait, c'était bien. C'était exactement ce que devait être un vendredi soir. Des gens qui se connaissent, qui se vannent, qui perdent de l'argent qui ne vaut rien autour d'une table, et qui oublient pendant 3 heures que la semaine existe. J'aimais ces soirs-là plus que je ne savais le dire. C'était ma bulle. Mon truc à moi que personne ne pouvait abîmer. Du moins c'est ce que je croyais. Parce que pendant tout ce temps, pendant les jetons retrouvés et les histoires de Kelly et les 3 mains de Nicole, il y avait un fil qui se tendait à bas bruit, et je faisais semblant de ne pas l'entendre. Lindsay, elle, jouait à moitié. Une main sur 2. L'autre main, elle était sur son téléphone. Ça vibrait, de temps en temps, ce ZZT sec contre le verre de la table, qui passe dans le bois. Une fois. Puis une autre. Tu joues, là, où tu fais la touriste ? Lui a demandé Greg, sans méchanceté. Je joue. Elle a posé 2 jetons sans même regarder ses cartes. Suivez le mouvement. Le téléphone a revibré. Elle a souri à l'écran, ce sourire qu'on a pour quelqu'un d'autre que les gens dans la pièce, et elle a tapé une réponse rapide, et j'ai senti un truc se contracter dans mon ventre, ce vieux truc que je connaissais bien et que j'avais appris à ravaler. Je n'ai rien dit. J'ai distribué la main suivante. Vers la 4e vibration, peut-être la 5e, j'ai entendu ma propre voix dire, plus sèche que je ne l'aurais voulu. C'est qui t'écrit comme ça toute la soirée ? Tout le monde a fait semblant de regarder ses cartes. Lindsay a levé les yeux, lentement, agacée. Personne. Une copine. Une copine qui te fait sourire comme ça. Pardon ? Elle a posé le téléphone à plat, écran vers le bas, un geste qui en disait plus qu'elle ne voulait. T'es en train de me surveiller, là, devant tout le monde ? Je te surveille pas, je te pose une question. Eh ben la question, elle est déplacée. Et le ton avec. Greg a toussé dans son poing. Kelly a regardé son verre avec une attention soudaine. Christine a entrepris de réaligner ses jetons en petites tours bien droites. Le malaise est entré dans la pièce comme un courant d'air sous une porte, et tout le monde l'a senti, et tout le monde a fait comme si de rien. On peut jouer ? A proposé Nicole, conciliante, en tapotant le tapis. À qui de relancer ? On a repris. Mais quelque chose s'était installé, cette électricité particulière des soirées qui sont en train de mal tourner, où chaque mot pèse une tonne et où on choisit ses phrases comme on traverse une rivière sur des pierres glissantes. J'ai distribué encore. Le téléphone de Lindsay a vibré une nouvelle fois. Elle ne l'a pas pris. Mais elle l'a regardé. Et le fait qu'elle se retienne de le prendre, devant moi, par défi, c'était presque pire que de le prendre. Tu peux répondre, hein, j'ai dit. Je voudrais pas que ta copine s'inquiète. Et voilà. C'est moi qui ai jeté la dernière pierre, en vrai. Je me le suis répété assez souvent, après, pour le savoir. Cette petite phrase, ce petit coup en biais, c'était pas malin, c'était de la jalousie mal déguisée en ironie, et je le savais en la disant. Mais j'étais fatigué. Fatigué de 8 mois de téléphone qui vibre, de rentrées à pas d'heure, de questions qui deviennent des grossièretés. Alors j'ai lancé ma pierre. Et Lindsay a relevé la tête. Lentement.
Et il y a eu ce truc qui lui a traversé le visage, je le connaissais, ce demi-sourire qui n'en est pas un, la lèvre qui se décolle d'un seul côté, l'éclat dans l'œil de quelqu'un qui décide, là, maintenant, de ne plus se retenir du tout. Tu sais quel est ton problème, Carter? Le ton avait changé. Plus fort. Calibré pour la salle, pas pour moi. Greg a arrêté de boire au milieu d'une gorgée. Ton problème, c'est que tu crois que je suis à toi. Personne n'a bougé. Mais je suis à personne. T'as pas l'air de comprendre ça. Tu me surveilles, tu comptes mes textos, tu me demandes des comptes comme si j'étais ta voiture, ta télé, un truc que t'aurais acheté. Mais c'est moi, le prix, ici. Tu piges? C'est moi. Les gens devraient se battre pour m'avoir, pas me demander à qui j'écris. J'ai besoin de la permission de personne pour faire quoi que ce soit. Les mots sont tombés et ont coupé toutes les conversations d'un coup, même celles qui n'existaient pas. Le mec de Christine s'est figé, la bouche entr'ouverte sur un mot qu'il ne dirait jamais. La main de Greg est restée suspendue à mi-chemin du sachet de chips. Même Nicole, qui connaissait Lindsay depuis 15 ans, qui en avait vu d'autres, est devenue parfaitement immobile, les yeux baissés sur ses cartes qu'elle ne voyait plus. Le silence, après ça, je l'entends encore. Il avait une texture. Le ronron du frigo dans la cuisine, soudain énorme. Le tic du radiateur qui se contracte. Quelque part dans l'immeuble, une porte. Et nous, c'est autour d'une table, dans la lumière jaune du plafonnier, avec cette phrase qui flottait au-dessus du tapis vert comme une odeur dont on ne sait pas se débarrasser. 6 paires d'yeux se sont posés sur moi. Pas frontalement. En coin. Tous, sauf Lindsay, qui me fixait droit, le menton haut, la victoire déjà dans le regard. Ils attendaient. Ils attendaient de voir ce que j'allais faire, et au fond ils le savaient déjà, parce qu'ils me connaissaient, parce qu'ils m'avaient vu faire 100 fois. Le pari sûr, c'était que j'allais désamorcer. Sourire. Sortir une vanne contre moi-même pour faire baisser la température. Dire un truc comme « Ben dis donc, ambiance », tout le monde rirait d'un rire soulagé, et on recommencerait à jouer, et dans 10 minutes se serait rangé dans le grand placard des choses qu'on ne dit pas, et la soirée reprendrait, et plus tard, dans le lit, je me dirais que ce n'était pas si grave. C'est ça que j'allais faire. Ma main avait déjà pris le jeu de cartes pour distribuer la suite, par automatisme, pour donner à mes doigts quelque chose à faire. J'ai pris une gorgée de ma Modelo à la place. Elle était tiède, je l'avais laissée trop longtemps. J'ai laissé le silence s'étirer, et plus il s'étirait, plus je sentais le poids de tout le monde dessus, et plus quelque chose, en moi, refusait de faire ce que j'avais toujours fait. J'ai reposé la bouteille. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour qu'elle tienne droite sur le sous-verre, et ça m'a agacé, ce détail con, cette bouteille qui ne voulait pas se poser. J'ai regardé Lindsay. Droit. Sans rien sur le visage. Pas de colère. Pas de blessure. Juste un contact, plein, fixe. Bon, j'ai dit. Alors quelqu'un d'autre peut essayer de te gagner. Quelque chose a vacillé dans son sourire. 1 seconde. Pas plus. Mais j'ai vu la fissure passer, je l'ai vue se demander une fraction de seconde si elle avait bien lu la partie. J'ai posé mes cartes, face cachée, bien à plat sur le tapis. Je me suis levé. Sans me presser, parce que me presser, ça aurait été lui donner de la satisfaction, et je ne voulais plus rien lui donner ce soir. J'ai regardé les autres, ces gens que j'aimais, qui venaient d'assister, dans mon salon, à ce qu'elles pensaient de moi. Merci d'être venu, tout le monde. Je vais m'arrêter là ce soir. Désolé. Carter, a commencé Greg, à voix basse, en amorçant un geste pour se lever. C'est bon, Greg. Restez, finissez vos verres si vous voulez. Moi j'ai besoin de me coucher. Et je suis parti vers la chambre. J'ai senti les regards dans mon dos, tout le long, jusqu'à la porte. J'ai entendu Lindsay, derrière moi, qui lâchait un petit rire incrédule, ce rire qui voulait dire « Non mais regardez-le, il dramatise », ce rire pour la galerie qui cherchait des alliés. J'ai fermé la porte. Doucement. Un claquement, ça aurait été de l'émotion, et je m'étais juré, dans les 3 pas qui me séparaient de cette porte, de ne pas lui donner d'émotion. Alors je l'ai fermé comme on referme un livre. Un petit clic, et le battant entre elle et moi. Et de l'autre côté, la voix de Lindsay qui montait, défensive, cette pointe d'aigu qu'elle prenait quand les choses ne suivaient pas son scénario. Quoi?
J'ai rien dit de mal. Sérieux, vous allez pas vous y mettre aussi. Le raclement d'une chaise. La voix de Greg, trop basse pour que je saisisse les mots, mais pas le ton d'un mec qui ramasse ses affaires. Le murmure gêné de Christine. Le froissement des vestes qu'on reprend, des sacs qu'on rassemble, cette petite symphonie maladroite de gens qui partent plus tôt que prévu, qui n'avaient pas du tout prévu de partir si tôt. Vous êtes pas obligé de partir, disait Lindsay. C'est ridicule. Restez. Personne n'est resté. Partie 1. Le dernier à partir, ça a été le mec de Christine, et il a refermé la porte trop doucement, cette façon qu'ont les gens de fermer une porte quand ils veulent que tu saches qu'ils sont gênés pour toi. Le Pen a fait un petit clic poli. Et après ça, plus rien. L'appartement s'est mis à respirer ce silence particulier d'une fête qui vient de tourner court, les bouteilles à moitié pleines qui transpirent sur le comptoir, une chaise restée de travers, l'odeur de pizza froide qui s'accroche au rideau. J'étais dans la chambre. Assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, à fixer la plainte. Je n'avais pas allumé. Par la porte, je l'entendais bouger dans le salon. Le frottement de ses pieds nus sur le parquet, ce bruit que je connaissais par cœur, que j'aurais reconnu entre mille. Et puis sa voix. Au téléphone. Basse, mais les cloisons de ce vieil immeuble ne valent rien, et j'ai tout pris. Mais non, elle dit. Il boude. Il fait un caprice. Tu le connais, il dramatise tout, faut juste le laisser bouder et demain matin c'est oublié. Un caprice. Je suis resté là, à laisser ce mot tourner. Caprice. Comme un gosse qui n'a pas eu son dessert. 3 mois plus tôt elle avait dit à sa sœur, le haut-parleur à fond dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle à 3 mètres, que le mariage c'était juste de la paperasse et que certaines personnes tenaient à leur liberté plus qu'à des contrats périmés. 6 semaines plus tôt elle était rentrée à 2 heures du matin, et quand j'avais demandé d'où elle venait, elle m'avait regardé comme si la question elle-même était une grossièreté. Et ce soir, devant Greg, devant Kelly, devant Nicole qu'elle connaissait depuis la fac, devant tout le monde, elle avait levé le menton et elle avait annoncé quel était le prix. Que les gens devaient se battre pour l'avoir. Qu'elle n'avait besoin de la permission de personne. Et moi j'avais souri. J'avais reposé mes cartes et j'étais parti dans la chambre comme un mec digne. Sauf que la dignité, à un moment, ça ressemble juste à de la lâcheté qui a mis une cravate. Quelque chose s'est mis à chauffer dans ma poitrine. Pas la tristesse, pas encore. Avant la tristesse il y avait ça, cette chaleur qui montait du sternum vers la gorge, qui poussait, qui voulait sortir. Mes doigts se sont fermés tout seuls sur le rebord du matelas. Je les ai sentis serrer le tissu. J'ai ouvert la porte. Elle était debout au milieu du salon, le téléphone collé à l'oreille, une jambe repliée, le pied posé contre son mollet comme un flamant rose. Elle m'a vu. Elle a eu un demi-sourire, ce demi-sourire de victoire prématurée, et elle a dit dans le combiné. Attends, je te rappelle, le prince daigne sortir de sa tour. Elle a raccroché. Elle a croisé les bras. Bon. T'as fini de faire la tête? Assieds-toi. Pardon? Assieds-toi. Elle ne s'est pas assise. Évidemment. Elle a penché la hanche, cette posture, je la connaissais aussi, la posture du « vas-y, surprends-moi ». Tu sais quoi, Carter, si t'as un truc à dire, dis-le, mais me parle pas comme à. Le prix. Le mot est sorti, et il a coupé le sien net. Tu t'es levé devant 6 personnes, dans MON Salon, et t'as dit que t'étais le prix. Que les gens devaient se battre pour t'avoir. J'ai bien entendu? C'était une blague, bon sang, tout le monde a ri, y a que toi pour. Non. Personne a ri. Tu confonds. T'as ri, toi. Eux, ils ont regardé leur carte parce qu'ils savaient plus où se mettre. Greg a même pas pu ouvrir le frigo tellement c'était lourd. Oh ça va, hein, on va pas en faire un. Le prix de quoi? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Non mais explique-moi, parce que là j'ai besoin de comprendre. Le prix. Ça veut dire quoi, concrètement? Que si c'était Greg qui avait gagné la main, il repartait avec toi. Il avait le droit de te ramener chez lui? De te déshabiller? C'est ça, les règles? Le gagnant te touche, le gagnant t'embrasse, et moi pendant ce temps je ramasse les cartes et je nettoie la table? Carter, t'es complètement. Parce que c'est ce que t'as dit.
Je n'avais pas prévu de crier. C'est sorti d'un coup, du ventre, ça m'a même surpris moi, le volume, la façon dont ça a fait vibrer un verre resté sur la table en verre. Elle a sursauté. Une vraie peur, pas du théâtre. Et au lieu de me calmer, ça m'a ouvert une vanne, et tout ce qui poussait depuis des mois est passé d'un coup. J'étais quoi, pour toi? J'étais quoi? Le mec qui paie 2/3 du loyer pendant que madame attend mieux. Le distributeur de café? Le gars qui plie le linge et qui ferme sa gueule quand tu rentres à pas d'heure? Dis-moi. Parce que là, ce soir, j'ai compris un truc. J'ai compris que pour toi j'étais le mobilier. J'étais le canapé. J'étais pratique, j'étais là, on s'assoit dessus, et le jour où on trouve mieux on le met sur le trottoir. T'as cru quoi? Que tu pouvais me garder au chaud comme une option? Te mettre en vitrine devant tout le monde, regarder ce que vous loupez, pendant que le pauvre con qui t'aime range les bouteilles? Arrête. Sa voix s'est cassée. Tu déformes tout, j'ai jamais. Tu vis ici depuis 8 mois. 8 mois. T'as jamais payé un loyer. T'as jamais signé un papier. T'as posé tes coussins, ton tapis de yoga, ta crème à 40 balles dans ma salle de bain, et un soir tu te lèves et t'expliques à mes potes que t'es un lot à gagner et que je suis le mec qui a eu de la chance de t'approcher. T'as inversé. T'as tout inversé. C'est moi qui t'héberge, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui ferme les yeux depuis des mois, et dans ta tête c'est moi qui devrais dire merci. Elle pleurait maintenant. Pas joliment. Le nez qui coule, la bouche qui se tord. Et le pire, c'est que ça m'a fait mal de la voir comme ça. Même là. Même au milieu de tout ça. C'est ça que je n'arrivais pas à lui faire comprendre, ce qui me bouffait, je la regardais s'effondrer et une partie de moi voulait traverser la pièce et la serrer contre moi, et cette partie-là me dégoûtait. Tu me dégoûtes, j'ai dit, plus bas. Et tu sais ce qui est pire? Tu sais ce qui me rend vraiment malade? Elle a relevé les yeux. Je t'aime encore. Là, tout de suite, avec le nez qui coule et tout ce que tu viens de me faire, je t'aime encore comme un imbécile. Et c'est exactement pour ça que tu dois partir. Tu comprends? Pas parce que je te hais. Parce que je t'aime trop et que si tu restes, dans 3 jours je vais refaire le canard. Je vais ramper. Je vais te dire que j'ai exagéré, je vais nous refaire du café, et dans 6 mois tu remettras ça à un autre apéro et je sourirai par-dessus comme un brave chien. Et ça, ce mec-là, je peux plus le voir. Je peux plus. Alors faut que tu te casses. Je sais pas où. Mais faut que tu partes d'ici, vite, avant que je redevienne lui. Le silence d'après, ce n'était pas un silence de paix. C'était le silence d'une pièce où on vient de casser quelque chose qui ne se recolle pas. Le frigo s'est remis en marche dans la cuisine, son ronron, comme s'il s'en foutait, et j'ai trouvé ça presque obscène, qu'un frigo continue. Tu peux pas me mettre dehors comme ça, elle a fini par dire, dans un souffle. Au milieu de la nuit. J'ai nulle part où aller. Je te demande pas de partir cette nuit. Je te demande de partir. C'est mon chez moi aussi. Non. Et j'ai détesté le dire, parce qu'à cet instant je n'en étais même pas sûr, et parce que je voyais bien que ce « non » l'écrasait. Non, c'est pas ton chez toi. T'as juste habité chez moi. Elle a attrapé un coussin sur le canapé, un de ses coussins, ce qu'elle avait voulu alors que je trouvais le canapé très bien sans et elle l'a serré contre son ventre, replié dessus, et elle a pleuré dedans pour étouffer le bruit. Et moi je suis retourné dans la chambre, et j'ai fermé la porte, et là, dos au battant, j'ai glissé jusqu'au sol et j'ai mis ma main sur ma bouche pour qu'elle ne m'entende pas, parce que je m'étais mis à pleurer aussi, sans prévenir, des sanglots secs qui me remontaient depuis le ventre. On a pleuré chacun de notre côté d'une porte creuse, à 1 mètre l'un de l'autre, sans pouvoir se le dire, et c'est peut-être le truc le plus con et le plus triste que j'ai vécu. Je n'ai pas dormi. Évidemment que je n'ai pas dormi. À un moment, vers 4 heures, j'ai entendu sa respiration se calmer de l'autre côté, le souffle long de quelqu'un qui a fini par s'endormir d'épuisement sur le canapé. Et je suis resté éveillé à l'écouter dormir, comme un veilleur, comme un crétin, le dos contre une porte que j'avais fermée moi-même. Partie 2. Au matin, l'appartement sentait le café que je n'avais pas fait. C'est elle qui l'avait lancé. Elle était assise à la table, les 2 mains autour d'une tasse, les yeux gonflés, le maquillage de la veille parti en 2 traînées grises sur les joues. Elle n'avait pas dû dormir beaucoup non plus. Je suis passé sans m'arrêter.
Je me suis servi un verre d'eau au robinet, juste pour avoir un geste, pour ne pas rester planté. J'ai réfléchi, elle a dit dans mon dos. Cette voix douce, raclée, du lendemain de tempête. Je crois qu'on devrait voir quelqu'un. Un conseiller. Un thérapeute de couple. Les gens font ça, Carter. On jette pas 18 mois pour une dispute. On va pas en thérapie. Pourquoi? Je me suis tourné. Le verre d'eau à la main. Parce qu'on va pas s'asseoir tous les deux en face d'un inconnu à $100 de l'heure pour qu'il t'aide à m'expliquer en douceur que t'avais raison d'annoncer à mes potes que t'es un lot à gagner. Y a rien à réparer. Y a juste un truc à finir. Elle a posé sa tasse. Le fond a cogné le bois, un peu trop fort. Tu peux pas me forcer à partir. Je me suis renseigné cette nuit, j'ai pas dormi, j'ai cherché. T'as pas le droit de me jeter. J'habite ici. Et le truc, c'est qu'elle avait peut-être raison, et je n'en savais rien, et ça m'a glacé. J'ai pris mon téléphone, je suis sorti sur le balcon, j'ai fermé la baie vitrée derrière moi. L'air du matin de Dallas, déjà chaud à 8 heures, l'odeur d'asphalte et de café d'en bas, le grondement lointain de l'autoroute. J'ai appelé Greg. C'est Kelly qui a décroché. Carter? Il est tôt. Greg dort encore. Ça va? Kelly. La femme de Greg. Avocate dans un cabinet du centre-ville. Du droit de la famille, surtout, des divorces, des gardes d'enfants, mais le droit c'est le droit, et elle saurait qui appeler. Kelly. Faut que je te demande un truc. Pro. Désolé pour l'heure. Vas-y. Lindsay vit chez moi depuis 8 mois. Elle est pas sur le bail. Y a que mon nom. Elle a jamais payé de loyer, jamais signé quoi que ce soit. Hier soir je lui ai dit de partir. Comment je fais pour qu'elle parte? Genre, légalement, je peux changer les serrures, je peux. Stop. Kelly a coupé net, et son ton avait changé, le ton de quelqu'un qui passe en mode boulot. Tu touches pas aux serrures. Tu m'entends? Tu touches à rien. Comment ça? Carter, je vais te dire un truc que les gens détestent entendre. Le fait qu'elle soit pas sur le bail, ça veut pas dire ce que tu crois. Au Texas, quelqu'un qui vit chez toi depuis 8 mois, qui reçoit du courrier, qui a ses affaires, qui dort là tous les soirs, légalement c'est plus un invité. C'est une occupante. Pour certains juges, c'est même une forme de locataire, ce qu'on appelle un tenant at will, un locataire sans terme. Et un occupant, tu le mets pas dehors en changeant la serrure. Tu peux pas sortir ses cartons sur le palier. Tu peux pas couper l'eau ou l'électricité pour la faire craquer. Mais c'est chez moi. Je sais que c'est chez toi. C'est pas la question. La question c'est que si tu la fous dehors à l'arrache, c'est elle qui peut te traîner devant un juge, et c'est toi qui prends. Amende, dommages, et elle peut même réintégrer le logement par décision de justice. Le mec qui change la serrure de rage, je l'ai vu défendre, et c'est jamais lui qui gagne. J'ai regardé en bas. Une benne reculait dans la rue, ce bip de recul lancinant, ce bip qui ne s'arrête jamais nulle part dans cette ville. Alors je fais quoi? Tu fais les choses dans l'ordre, et c'est long, je te préviens. Tu lui donnes un congé écrit. Pas un texto, pas un cri dans le salon. Un document. Tu lui laisses un délai. Comme elle paie pas de loyer mensuel mais qu'elle réside là à demeure, le plus propre c'est de partir sur un préavis de 30 jours pour être blindé. Tu dates, tu signes, tu gardes une copie, idéalement tu la remets en main propre devant témoin ou tu la glisses sous une porte close. Et après tu attends. 30 jours. Au minimum. Et si au bout des 30 jours elle est toujours là et qu'elle refuse de bouger, alors là tu peux pas la sortir toi-même non plus. Tu déposes une requête au tribunal du juge de paix, le Justice of the Peace, celui du comté où t'habites. Il y a une audience. Elle a le droit de venir raconter sa version. Le juge tranche. S'il tranche pour toi, elle a encore quelques jours pour partir. Et si elle part toujours pas, c'est pas toi qui la sors, c'est un constable, avec un papier qu'on appelle un writ of possession. Lui seul a le droit de la mettre physiquement dehors. Donc concrètement, je peux me retrouver à vivre avec elle pendant des semaines. Mon ex. Dans mon appart. Après lui avoir dit que je voulais plus la voir. Un silence à l'autre bout. Oui, Carter. Concrètement, c'est ça.
Je suis désolé. La loi protège les gens qu'on met dehors, et c'est une bonne loi, sauf quand c'est toi qui voudrais virer quelqu'un. Là ça devient un cauchemar. J'ai appuyé le front contre la vitre. À travers, je voyais Lindsay, floue, toujours assise à la table, qui me regardait téléphoner sans entendre, et qui devait deviner à ma posture que les nouvelles n'étaient pas celles qu'elle craignait. Y a un truc bien dans tout ça, a ajouté Kelly, plus douce. Si tu fais les choses propres, le congé écrit, les délais, le respect de la procédure, t'es inattaquable. Elle pourra raconter ce qu'elle veut à qui elle veut, t'auras été réglo de bout en bout. Documente tout. Garde les messages. Et Carter? Ouais. Touche pas aux serrures. Je le redis parce que je te connais et que t'as une tête à toucher aux serrures. J'ai presque ri. Presque. Merci, Kelly. Greg te rappelle en se levant. Et viens dîner cette semaine. T'as une voix de quelqu'un qui mange debout au-dessus de l'évier. J'ai raccroché. Je suis resté un moment sur le balcon, le front contre la vitre, à digérer le truc. Je m'étais imaginé un grand geste. La porte, la serrure, les cartons, dehors, terminé. Le mec qui reprend sa vie en main d'un claquement de doigts. Et la réalité me tombait dessus, beaucoup plus moche, beaucoup plus humaine, j'allais devoir cohabiter avec la femme que je venais de larguer en pleurant. Partager une salle de bain avec elle. Croiser sa tasse dans l'évier. Pendant des semaines. Pris au piège de ma propre vie. J'ai fait coulisser la baie. Je suis rentré. Alors? Elle a demandé. Et il y avait de l'espoir dans sa voix, un espoir que je détestais d'avoir à écraser. Tu vas avoir un papier. Un congé écrit. Tu auras 30 jours pour te trouver un endroit. 30 jours. Et d'ici là, on partage rien. Je prends le canapé. T'as la chambre, t'as déjà tes affaires dedans, c'est plus simple. La salle de bain, tu me dis tes horaires, je m'arrange pour pas te croiser. Carter. Elle s'est levée. 30 jours sous le même toit et tu veux qu'on se parle pas? C'est dingue, ça. Tu vois pas que c'est dingue? Ce qui est dingue, c'est que je sois obligé de te garder ici alors que je voudrais que tu sois déjà parti. Alors oui. On va faire dingue. Pendant 30 jours. Elle m'a regardé comme si elle cherchait une faille, le moindre signe que tout ça était un numéro, une mise en scène pour la faire plier. Elle a dû voir qu'il n'y en avait pas, parce que son visage s'est affaissé, et elle est partie dans la chambre, et elle a fermé la porte. Doucement. Et j'ai pensé, voilà, maintenant on est deux à fermer des portes doucement dans cet appartement. On va devenir très fort à ça. Partie 3. Personne ne t'apprend à vivre avec quelqu'un que tu as quitté. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. On sait faire la rupture nette, celle des films, la valise et la porte. On ne sait pas faire les 30 jours d'après, quand la valise reste dans l'entrée parce qu'il n'y a nulle part où l'emporter. Les premiers jours, on a inventé une chorégraphie. Une danse de 2 personnes qui s'évitent dans 60 mètres carrés. Je me levais à 6 heures pour avoir la salle de bain avant elle. J'entendais, à travers le mur, le moment où elle se réveillait, le grincement du sommier, et je calculais mes mouvements pour être parti à la cuisine avant qu'elle sorte. Elle attendait que je sois au bureau pour prendre sa douche. On laissait des silences à la place des bonjours. Le frigo était devenu une frontière, son étagère, mon étagère. Elle avait collé un post-it sur son yaourt, un seul mot, son prénom, comme dans une colocation d'étudiants, et ce post-it m'a fait quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, quelque chose entre la pitié et la rage. Le soir, je dormais sur le canapé. Mal. Le canapé est trop court d'une bonne tête, et les coussins glissent, et il y a un ressort qui pousse exactement à hauteur de l'omoplate gauche. Mais ce n'est pas le ressort qui m'empêchait de dormir. C'était de l'entendre, elle, dans la chambre, dans le lit qui avait été le nôtre. Parfois je l'entendais pleurer. Pas longtemps, pas fort. Juste assez pour que je reste les yeux ouverts dans le noir à compter les craquements du plafond. Un soir, le 4e ou le 5e, elle est sortie de la chambre vers minuit. J'ai senti la lumière du couloir avant de l'entendre. Elle s'est arrêtée à côté du canapé. Je faisais semblant de dormir. Ça ne trompait personne. Je sais que tu dors pas, elle a dit. Je n'ai pas répondu. J'arrive pas à dormir non plus. Le lit est trop grand, c'est con. 18 mois à râler que tu prenais toute la place,
et maintenant il y a trop de place. J'ai gardé les yeux fermés. Mais je l'écoutais. Évidemment que je l'écoutais. Tu te souviens, elle a continué, plus bas, la première nuit ici? Quand t'avais pas encore de lit, juste le matelas par terre, et qu'on avait comme en détail, et qu'on avait mangé assis sur le matelas, et que t'avais renversé la sauce cacahuète sur le drap et que t'étais désolé comme si t'avais cassé un vase de famille. Je m'en souvenais. Bien sûr que je m'en souvenais. La tâche était restée des semaines parce qu'on s'en foutait. C'était l'époque où une tache de sauce sur un drap, c'était drôle. Réponds-moi, Carter. S'il te plaît. Juste cette nuit. Fais comme si c'était avant. Et là, ça a failli. Vraiment failli. Mon corps a voulu se redresser, lui faire une place, tapoter le coussin à côté de moi comme avant, et lui dire viens, on parle, on fait comme avant. C'était à 2 centimètres. Le « viens » était dans ma gorge, j'en sentais la forme. Parce que c'est ça que personne ne comprend, on ne cesse pas d'aimer quelqu'un le jour où on le quitte. On le quitte justement parce qu'on l'aime encore et que c'est devenu invivable, et les deux choses cohabitent dans la même poitrine, et la nuit, dans le noir, c'est l'amour qui parle le plus fort, toujours. J'ai serré les dents jusqu'à ce que ça passe. Le « viens » est redescendu. Et à la place je l'ai entendu, le rire. Pas dans la pièce. Dans ma tête. Le rire de ses collègues à l'apéro, des semaines plus tôt, quand elle avait dit que j'avais besoin d'un mot signé pour aller faire les courses. Ce rire en vague, et mon sourire en plâtre par-dessus. Le cerveau retient les sons mieux que tout. C'est ce rire qui m'a tenu. Va te coucher, Lindsay. J'ai entendu sa respiration s'arrêter une seconde. Puis ses pieds nus sur le parquet, le même bruit que toujours, qui s'éloignait. La porte de la chambre. Doucement. Et moi, sur ce canapé trop court, le ressort dans l'omoplate, j'ai pleuré pour la 2e fois en 5 jours, en silence, le poing contre la bouche, et je me suis détesté de pleurer pour quelqu'un que je mettais dehors, et je me suis détesté encore plus parce qu'une partie de moi regrettait de ne pas avoir dit viens. Le lendemain matin, Monsieur Laurence m'a coincé dans le couloir. Le vieux d'en face, prof de lycée à la retraite, le genre d'homme qui a passé 40 ans à lire sur le visage des ados ce qu'ils essayaient de cacher, et qui ne perd pas la main. Carter. Il avait son sac de course à la main, un sac en toile usé. Vous avez une mine de déterré. Nuit courte. J'ai cru comprendre. Les murs. Il a eu un petit geste vague vers les appartements. Je vais pas faire semblant de pas avoir entendu, ce serait vous prendre pour un idiot. Ça crie, chez vous, ces temps-ci. Et puis ça pleure. Des deux côtés, j'ai l'impression. Je n'ai pas su quoi répondre. Il a posé son sac. Je vais vous dire un truc, et après je vous lâche, parce que j'ai des yaourts qui tournent dans ce sac. Quand ma femme est partie, il y a 20 ans, j'ai cru que le pire ce serait le départ. Le jour où elle a chargé la voiture. Je m'étais blindé pour ce jour-là. Et le jour est venu, et c'était dur, mais ça allait. Vous savez ce qui m'a démoli? C'est les jours d'avant. Les 2 semaines où on a su tous les deux que c'était fini mais où elle était encore là, dans la cuisine, à faire son thé le matin comme si de rien. Ça vous arrache le cœur en petits morceaux, un par jour. Le grand drame, on s'y prépare. C'est le café du matin avec un fantôme qui vous achève. J'ai dégluti. Elle part dans 3 semaines, j'ai dit. Question de procédure. Je peux pas faire plus vite. Je sais comment ça marche, fiston, j'ai été propriétaire. La loi est lente quand on voudrait qu'elle soit rapide. Il a repris son sac. Tenez bon. Et un conseil, de vieux à moins vieux, pendant ces 3 semaines, sortez. Le plus possible. Restez pas enfermés avec elle à respirer le même air. C'est en restant que les gens se reprennent par fatigue, par habitude, parce que c'est plus simple. Allez voir vos amis. Allez courir. Fatiguez votre corps pour pas que ce soit votre tête qui décide. Il a hoché la tête et il est rentré chez lui, et je suis resté dans le couloir avec ces mots, qui pesaient plus lourd que son sac de yaourt. J'ai écouté Monsieur Laurence. J'ai commencé à sortir. Greg m'a embarqué le jeudi soir chez Torchies, le Mexicain bruyant de Greenville Avenue, là où il faut crier pour s'entendre par-dessus la musique et les conversations. On a pris des tacos trop épicés et des bières trop froides. Donc tu dors sur le canapé, a résumé Greg, la bouche pleine.
Dans ton propre appart. Pendant qu'elle dort dans ton lit. L'ex que tu viens de larguer. C'est à peu près ça. Mec. Il a posé son taco. C'est le truc le plus tordu que j'ai entendu cette année. Et j'ai un collègue qui élève des poules dans son garage. J'ai ri. Le rire est sorti rouillé, mais il est sorti. Kelly dit que t'as pas le choix, a continué Greg. Que légalement t'es coincé. Mais ça va, toi? Genre vraiment? J'ai fait tourner ma bière, la condensation qui mouillait l'étiquette. Tu veux la vraie réponse ou celle qui te rassure? La vraie. Toujours. La vraie, c'est que la nuit je veux qu'elle revienne. Et le jour je veux qu'elle soit déjà partie. Et que je sais pas comment deux trucs aussi opposés peuvent tenir dans le même mec sans le faire exploser. Hier soir elle m'a parlé de notre première nuit dans l'appart, un truc avec de la sauce cacahuète, et j'ai failli tout envoyer balader, j'ai failli lui dire viens, et si je l'avais dit, là, maintenant je serais en train de te raconter qu'on s'est réconciliés et que tout va bien, et dans 6 mois je t'appellerais en pleurant parce qu'elle aurait remis ça. Greg m'a regardé un moment. Il a hoché la tête, lentement, ce hochement de mec qui te connaît depuis la fac et qui sait quand il faut pas faire de blagues. Le fait que tu aies pas dit viens, a-t-il dit. C'est ça qui compte. Le mec d'il y a 1 an, il l'aurait dit. Toi t'as pas dit. Tu vois pas, parce que t'es dedans, mais de l'extérieur, t'es en train de changer, et c'est moche à vivre, et c'est une bonne chose. Ça donne pas l'impression d'une bonne chose à 3 heures du mat sur un canapé trop court. Les bonnes choses, ça donne presque jamais cette impression sur le moment. C'est après qu'on voit. Il a repris son taco. Allez. Mange. Et la semaine prochaine, soirée poker chez nous, t'es pas obligé de venir mais Kelly t'a inscrit d'office, et tu sais comment elle est. Je verrai. Y aura du monde. Des gens. Christine ramène des collègues à elle. Ça te changera de respirer un autre air que celui de ton appart maudit. Je n'ai rien promis. Mais l'idée d'une pièce pleine de gens qui ne savaient rien, où personne ne pleurait derrière une porte, ça avait quelque chose de presque vertigineux, comme la première gorgée d'air quand on remonte de sous l'eau. Partie 4. La grande dispute, la pire, elle n'est pas partie d'un grand sujet. Les grandes disputes ne partent jamais d'un grand sujet. Celle-là est partie d'un yaourt. C'était le 8e jour, peut-être le 9e. Je rentrais du boulot, crevé d'avoir mal dormi sur le canapé une semaine d'affilée, et j'ai ouvert le frigo pour prendre un yaourt. Mon étagère. Mon yaourt. Il n'y était pas. À sa place, sur mon étagère, il y avait un de ses pots à elle, avec son post-it, son prénom dessus. Et le mien avait disparu. T'as pris mon yaourt? Elle était sur le canapé, les jambes repliées, à faire défiler son téléphone, ce bruit de succion de l'écran. Quoi? Mon yaourt. Il était là ce matin. Il y a le tien à la place. T'as pris le mien. Elle a levé les yeux, lentement, agacée. C'est un yaourt, Carter. C'est pas la question. C'est exactement la question. C'est un yaourt à 80 centimes. Tu vas me faire une scène pour un yaourt. Je te fais pas une scène. Je te demande si t'as pris le mien parce que t'avais fini les tiens, ce qui est pas grave, sauf que t'as remis le tien à ma place avec ton petit post-it, comme si de rien, et que ça c'est exactement. Exactement quoi? Vas-y, dis-le. Exactement quoi? Et voilà. Le yaourt n'était plus un yaourt. Le yaourt, c'était 8 mois où elle prenait ce qui était à moi en le faisant passer pour normal. Le yaourt, c'était toute l'histoire en 80 centimes. Exactement ce que tu fais depuis le début, j'ai dit, et ma voix montait déjà. Tu prends. Tu prends mon frigo, mon lit, mon appart, mon yaourt, et tu remets un truc à toi à la place avec ton nom dessus et tu décrètes que c'est normal et que celui qui râle est un psychopathe. Elle s'est levée d'un bond, le téléphone balancé sur le canapé. Tu sais quoi? Tu sais ce que t'es, Carter? T'es un mec qui a passé 18 mois à pas oser dire un mot, à hocher la tête, à tout encaisser en serrant les dents, et qui maintenant déverse tout sur un yaourt parce qu'il a jamais eu les couilles de parler quand il fallait. Tu m'en veux de t'avoir marché dessus? Mais t'as mis le tapis toi-même. T'as jamais dit stop. Jamais. T'as souri, t'as plié le linge, t'as fait le café, et un soir tu pètes les plombs devant 6 personnes et tu décides que c'est ma faute à moi si t'es un paillasson. Ça m'a coupé le souffle,
parce que ce n'était pas faux. C'est ça qui était insupportable avec elle. Au milieu de la pire mauvaise foi, elle plantait toujours une vérité, une vraie, en plein dans le mille, et tu ne pouvais pas la lui contester parce qu'elle avait raison sur ce point précis. Tu as raison, j'ai dit. Et ça l'a stoppé net, elle s'attendait pas à ça. Tu as raison. J'ai mis le tapis moi-même. J'ai jamais dit stop. J'ai été un paillasson pendant 18 mois et c'est ma faute autant que la tienne. Voilà. T'es contente? T'as raison. Mais tu sais ce que ça change, que t'aies raison? Rien. Ça change rien. Parce que le mec qui a mis le tapis, là, il est en train de le retirer. Et ça t'arrange pas, alors tu lui expliques qu'il aurait dû le retirer plus tôt, comme si c'était une raison de le laisser par terre maintenant. Elle a ouvert la bouche. Pour la première fois, rien n'est sorti. Garde le yaourt, j'ai dit. Garde le frigo. Dans 3 semaines tout sera à moi de toute façon. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai fermé la porte et j'ai ouvert le robinet à fond pour ne plus rien entendre, ni elle ni moi, juste l'eau qui cogne dans la vieille tuyauterie, ce martèlement, et je suis resté penché au-dessus du lavabo, les 2 mains sur la faïence froide, jusqu'à ce que la chasse d'eau du voisin du dessus me rappelle que la vie continuait dans tous les autres appartements de cet immeuble, et que dans tous ces appartements il y avait sûrement des gens normaux qui ne s'engueulaient pas pour un yaourt. Ce soir-là, elle est sortie. Chez Nicole, je crois. Elle a claqué la porte un vrai claquement, cette fois, elle était trop en colère pour la finesse et l'appartement est devenu silencieux d'un coup, ce silence qui pèse plus lourd que le bruit. Et c'est là que j'ai touché le fond. Pas pendant la dispute. Après. Dans le calme. J'ai pris une bière dans le frigo. Puis une deuxième. La troisième, je ne l'ai pas vraiment décidée, elle était juste dans ma main. Je me suis assis par terre, le dos contre le canapé, dans le noir, parce que je n'avais pas le courage de me lever pour la lumière, et j'ai regardé mon téléphone. Son numéro. Mon pouce dessus. Une pression et j'entendais sa voix. Et j'ai failli. Plus fort que toutes les autres fois. Parce que dans le noir, avec 3 bières et une dispute qui résonnait encore dans les murs, tous les arguments s'écroulaient. Il ne restait qu'une chose, énorme et bête, je ne voulais pas être seul dans cet appartement. Je m'en foutais qu'elle m'ait humilié. Je m'en foutais du prix, du poker, du yaourt. Je voulais juste que quelqu'un respire dans la pièce d'à côté. Même mal. Même elle. Surtout elle. J'ai composé le numéro. Tout le numéro. Mon pouce était au-dessus de l'appel. Et puis je me suis vu. De l'extérieur. Un mec de 30 ans, par terre dans le noir, 3 bières, sur le point d'appeler la femme qu'il venait de mettre dehors pour la supplier de revenir, juste pour ne pas entendre le silence. Et ce mec-là, il ressemblait trait pour trait au paillasson qu'elle avait décrit 2 heures plus tôt. Celui qui met le tapis lui-même. J'ai pas appelé Greg cette fois. J'ai pas appelé personne. J'ai effacé le numéro, chiffre par chiffre, et chaque chiffre que j'effaçais me coûtait, et quand l'écran a été vide j'ai posé le téléphone à l'autre bout de la pièce, hors de portée, comme on éloigne un truc dangereux. Et je suis resté par terre, et j'ai pleuré pour la 3e fois, et cette fois il n'y avait personne derrière aucune porte pour m'entendre, et c'était à la fois plus libre et plus seul. Mais je n'ai pas appelé. Pour la première fois, j'ai eu mal jusqu'au bout sans rien faire pour que ça s'arrête. Et au matin, la gueule de bois en plus du chagrin, vidée, le cou tordu d'avoir dormi à moitié sur la moquette, j'ai compris un truc que Monsieur Laurence avait essayé de me dire, il y a une différence entre tenir parce qu'on est fort et tenir parce qu'on a trop honte de craquer. Cette nuit-là, j'avais tenu par honte. Ce n'est pas glorieux. Mais ça compte autant. Des fois, la honte, c'est juste le respect de soi qui n'a pas encore appris à parler poliment. Partie 5. Les jours ont continué de tomber, un par un, comme des pièces dans une machine. Le congé écrit, je le lui avais remis le surlendemain de l'engueulade, en main propre, sans un mot, une feuille pliée en 2. Elle l'avait lu debout dans l'entrée, et son visage n'avait rien montré, et elle l'avait posé sur le meuble à chaussures, et le lendemain la feuille avait disparu, rangée quelque part, et on n'en avait plus parlé. C'était devenu réel, à partir de là. Une date au bout du tunnel. On avait fini par trouver un équilibre, le genre d'équilibre qu'on trouve sur une corde raide, fragile, à tout moment révocable. On se croisait moins. On se parlait par nécessité, le strict minimum, sur le ton plat des gens qui partagent un ascenseur.
Une fois elle m'a demandé si je voulais qu'elle prenne du lait en faisant les courses, et j'ai dit oui, et elle a pris du lait, et c'était presque insupportable de banalité, ce reste de vie commune qui refusait de mourir tout de suite. Nicole venait la voir, certains soirs. La meilleure amie de Lindsay, depuis la fac. Elle me saluait d'un hochement gêné en entrant, et elle s'enfermait avec Lindsay dans la chambre, et j'entendais le murmure de leur voix à travers la cloison sans distinguer les mots. Au début, je me disais qu'elle parlait de moi, du monstre qui mettait Lindsay dehors. Et puis un soir, en allant chercher un verre d'eau, j'ai entendu Nicole, plus fort qu'elle ne le croyait. Mais arrête, Lindsay. Arrête 2 secondes. Tu me racontes ta version depuis 3 semaines et plus je t'écoute, plus je trouve que le mec a peut-être pas tort. Et le silence qui a suivi m'a appris plus de choses que n'importe quel discours. Lindsay a trouvé un endroit pour la fin du mois. Une colocation, je crois, avec une fille de son boulot, à Oak Cliff, de l'autre côté de la rivière. Elle me l'a annoncé un soir, sèchement, en mangeant debout devant le frigo ouvert, et j'ai dit tant mieux, et elle a dit ouais, tant mieux, et aucun des deux n'a eu l'air de le penser vraiment. Le jour du départ, c'était un samedi. Elle avait loué un petit camion, ou plutôt Nicole l'avait loué, et elles avaient commencé à charger tôt. Je m'étais proposé d'aider, par politesse, par culpabilité, par je ne sais quoi, et Lindsay avait refusé d'un geste, alors je restais dans la cuisine, à faire semblant de lire des trucs sur ma tablette, à écouter les allers-retours, le raclement des cartons sur le parquet, la porte qui s'ouvre et se ferme, l'écho de leurs pas dans la cage d'escalier. Vers midi, tout était chargé. Nicole est descendue avec le dernier carton pour le mettre dans le camion, et pour la première fois depuis le matin, Lindsay et moi on s'est retrouvés seuls dans l'appartement à moitié vidé d'elle. Les murs avaient des rectangles plus clairs là où ses cadres avaient été. Le salon sonnait creux. Elle est restée plantée au milieu de la pièce. Elle a regardé autour d'elle, lentement, et quand ses yeux sont revenus sur moi, ils étaient déjà mouillés. C'est con, hein, elle a dit. Tout ça. Pour une phrase à une partie de cartes. C'était pas une phrase. Je sais. Je sais, t'as raison. Elle a fait un pas vers moi. Carter, écoute-moi. Une fois. La dernière. J'ai eu 3 semaines pour réfléchir, ici, dans ta chambre, à t'entendre tousser sur ce canapé pourri toutes les nuits parce que t'es trop têtu pour reprendre ton lit, et j'ai compris des trucs. J'ai compris que j'avais merdé. Pas juste vendredi soir. Avant. J'ai eu peur, je crois. T'étais trop gentil, trop là, et ça me faisait flipper, alors je poussais, je testais, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller avant que tu réagisses, et tu réagissais jamais, et ça me rendait dingue, alors je poussais plus fort. C'est moche. Je le sais. Mais c'est de l'amour qui a mal tourné, c'est pas de la méchanceté. Je t'aime, Carter. Je veux pas monter dans ce camion. Et là, mon corps a recommencé à me lâcher. Plus fort que la nuit du yaourt. Plus fort que toutes les autres fois. Parce que cette fois ce n'était pas minuit, ce n'était pas 3 bières, c'était midi, à jeun, en pleine lumière, et elle disait des choses vraies, des choses justes, des choses que j'attendais depuis 18 mois. Elle reconnaissait. Elle s'expliquait. Elle pleurait pour de vrai, pas le mascara du chantage, des vraies larmes qui tombaient sans qu'elle les essuie. Et tout en moi a basculé d'un coup, comme un meuble qui cède. J'ai senti mes pieds vouloir avancer. J'ai senti le reste remonter dans ma gorge, énorme, prêt, presque dehors. Reste. On essaie encore. On va voir un thérapeute, on va parler, on va y arriver. C'était à un souffle. Le mot était formé. J'ai ouvert la bouche. Et elle a souri. Un petit sourire. À travers ses larmes. Un sourire qu'elle n'a pas pu retenir, parce qu'elle avait vu que je flanchais, et dans ce sourire il y avait du soulagement, oui, mais il y avait autre chose en dessous, un truc que 18 mois m'avaient appris à reconnaître à un dixième de seconde. Du triomphe. Le pli de la bouche de quelqu'un qui vient de gagner une main. Et elle a dit, tout doucement, presque tendrement, sans même s'en rendre compte, par pur réflexe, par habitude de toute une vie. Je le savais, que t'allais pas me laisser partir. T'es pas du genre. T'es pas du genre. 4 mots. Et tout est revenu. Pas un souvenir précis, cette fois. Tout, en bloc. T'es pas du genre. T'es pas du genre à dire non. T'es pas du genre à te battre.
T'es pas du genre à partir. T'es le genre qu'on garde au chaud, le genre qui plie le linge, le genre qui revient toujours, le genre sur lequel on peut compter pour ramper. Elle me suppliait et au même moment elle me rangeait, encore, dans la case du mec prévisible, du mec qu'on rattrape d'un sourire au dernier moment. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Même là. Même en pleurant. Même en jouant tout. Le mépris suintait à travers la supplication comme l'eau à travers une fissure. Le « reste » est mort dans ma gorge. D'un coup. Net. Non, j'ai dit. Elle a cligné des yeux. Le sourire s'est figé. Quoi? Non. T'as raison sur un point. J'étais pas du genre. Pendant 18 mois j'étais exactement le genre que tu décris. Le genre qu'on rattrape d'un sourire. Et tu viens de me le rappeler au pire moment pour toi, au meilleur moment pour moi, parce que j'allais dire oui, Lindsay. Tu peux pas savoir à quel point j'allais dire oui. T'étais à un mot de me récupérer. Et puis t'as souri comme on sourit en abattant une quinte flush, et t'as dit que j'étais pas du genre, et je me suis vu dans tes yeux, et le mec que j'ai vu, j'en veux plus. Carter, c'est sorti de travers, j'ai pas voulu dire. Si. T'as voulu dire exactement ça. C'est la chose la plus sincère que tu m'aies dite depuis vendredi. Tout le reste, le speech sur l'amour qui a mal tourné, c'était joli, c'était peut-être même vrai un peu, mais ça, ce petit, t'es pas du genre, ça c'était toi. La vraie toi. Et la vraie toi me voit comme un truc qui revient toujours. Nicole est remontée à ce moment-là, essoufflée par les escaliers, et elle s'est arrêtée net sur le pas de la porte en sentant l'air de la pièce. Le camion est prêt, elle a dit, prudente. Lindsay ne bougeait pas. Elle me fixait, et son visage passait par toutes les couleurs à la fois, la supplication, la colère, l'incompréhension, et au fond, tout au fond, peut-être la première vraie prise de conscience de ce qui se passait, le moment où elle a compris que ce n'était pas un numéro, que je n'allais pas la rattraper, que pour une fois, une seule, le mec prévisible faisait un truc imprévisible. Tu vas regretter ça, elle a dit. Mais la voix manquait de conviction. Sûrement. Je suis sûr que je vais regretter, certaines nuits. Mais pas autant que je regretterais d'être resté le genre. La porte d'en face s'est ouverte. Monsieur Laurence, son timing de vieux sage, ou son indiscrétion de vieux voisin, allait savoir. Il est sorti avec son sac de course vide, prétexte transparent. Jour de déménagement, à ce que je vois. Oui, monsieur. Il a regardé Lindsay, ses yeux rouges, Nicole sur le seuil, l'appartement à moitié vide. Bonne route, jeune fille. Gentil. Définitif. Lindsay n'a pas pu répondre. Elle a attrapé son sac à main sur le comptoir, et au passage, près de la porte, elle s'est arrêtée à ma hauteur, tout près, et pendant une seconde j'ai cru qu'elle allait dire un truc, ou tenter un dernier geste, et je me suis raidi parce que je ne savais pas si je tiendrais à un geste. Mais elle n'a rien fait. Elle a juste murmuré, pour moi seul, si bas que Nicole n'a pas pu l'entendre. Le pire, c'est que je crois que tu m'aimais vraiment. Je t'aime encore, j'ai dit. C'est pour ça que je te laisse partir au lieu de te garder pour me venger. Elle est sortie. Nicole lui a emboîté le pas, après m'avoir jeté un regard que je n'ai pas su lire, ni accusateur ni complice, quelque chose entre les deux. Leurs pas ont décru dans la cage d'escalier. La porte de l'immeuble, en bas, ce grincement métallique que je connaissais. Le claquement d'une portière. Puis une deuxième. Le moteur du camion qui tousse et qui démarre. Et le bruit du moteur qui s'éloigne, qui descend la rue, qui tourne au coin, qui disparaît dans le bruit de fond de la ville. Et puis plus rien. L'appartement entier à moi. Vide d'elle. Enfin. Je suis resté debout au milieu du salon, au milieu des rectangles clairs sur les murs, et j'ai attendu de ressentir le soulagement. Le grand soulagement viril qu'on est censé ressentir quand on a tenu bon, quand on a gagné. Il n'est pas venu. À la place, il y avait un trou. Un grand trou silencieux à la forme exacte d'une personne. J'ai glissé sur le canapé, et je me suis pris la tête dans les mains, et j'ai pleuré pour la 4e fois, et cette fois ce n'était ni de rage ni de honte, c'était juste du chagrin pur, le chagrin de quelqu'un qui a fait le bon choix et qui découvre que le bon choix, ça fait un mal de chien, et que personne ne vous prévient jamais de ça. Partie 6. Les premiers jours seuls, personne ne vous les raconte. On adore la scène du camion qui s'éloigne. On ne parle jamais du dimanche d'après,
quand le camion est loin et qu'il ne reste que vous et un appartement qui sonne creux. Le premier truc que j'ai fait, le soir même, c'est reprendre mon lit. Ça paraît bête. Mais ça m'a coûté. Je me suis allongé dans ce lit qui avait été le nôtre, du côté qui avait toujours été le mien, et l'autre moitié était vide, froide, lisse, et j'ai compris que dormir seul dans un grand lit, c'est apprendre une nouvelle géographie de son propre corps. Pendant 18 mois j'avais dormi recroquevillé sur un bord pour lui laisser la place. Mon corps ne savait plus s'étendre. Il m'a fallu des nuits pour réapprendre à prendre toute la place, et c'était à la fois un luxe et une solitude, les deux dans les mêmes draps. Le deuxième truc, c'est que j'ai recommencé à faire à manger. Pas à emporter. Un vrai dîner. Du poulet sur la plaque, du riz, des légumes que je n'ai pas trop cuits. Elle critiquait toujours ma cuisine, je salais trop, je ratais la cuisson, je m'y prenais mal. J'avais oublié que j'aimais ça, cuisiner, quand personne ne note. C'était bon. Et le fait que ce soit bon et qu'il n'y ait personne en face pour le goûter, ça m'a fait un drôle d'effet, les deux à la fois, le plaisir et le creux, dans la même bouchée. J'ai mangé debout au comptoir, et puis je me suis forcé à m'asseoir à table, parce que manger debout c'est un truc de mec qui a renoncé, et je n'avais pas renoncé. Le troisième truc, c'est que j'ai remis The Wire. Elle détestait cette série, trop violente, trop sombre, elle disait que ça la plombait. J'avais arrêté de la regarder le jour où elle avait posé ses cartons. Je l'ai relancée là où je m'étais arrêté, et j'ai regardé 3 épisodes d'affilée, pas pour l'intrigue, pour les voix, pour qu'il y ait des gens qui parlent fort dans la pièce et que le silence ait quelque chose à mordre. Le 4e jour, un mail de l'INSEE. J'ai oublié un carton chez Monsieur Laurence. Je voulais pas remonter chez toi. Désolé. Je suis allé frapper en face. Le vieux a ouvert, un petit carton dans les bras, déjà prêt, comme s'il m'attendait. Elle l'a déposé hier. Il a marqué un temps. Elle pleurait, dans l'ascenseur. J'ai entendu. Merci de l'avoir gardé. Il ne m'a pas tout de suite tendu le carton. Il l'a calé contre sa hanche. Carter. Vous tenez le coup? Ça va. Ça va. Il a répété mes mots avec un demi-sourire. Vous savez combien de fois j'ai dit « ça va » l'année où ma femme est partie? Tellement de fois que le mot a fini par plus rien vouloir dire. Écoutez-moi 2 secondes, et après je vous rends votre carton. Il y a une chose que je veux que vous gardiez en tête, dans les semaines qui viennent. Vous allez avoir 2 pentes possibles, et de loin elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. La première, c'est guérir. La deuxième, c'est se durcir. Le mec qui guérit et le mec qui se durcit, vu de l'extérieur, ils font pareil. Ils dorment bien. Ils bossent bien. Ils sortent. Ils sourient. La différence, elle est invisible, et elle est énorme. Le mec qui guérit, il réapprend à sentir. Le mec qui se durcit, il arrête de sentir et il appelle ça la paix. Et un matin il se réveille à 40 ans, ou à 60 comme moi, et il se rend compte qu'il a passé 20 ans à confondre l'anesthésie avec la sérénité, et qu'il a laissé passer tout ce qui aurait pu le toucher de nouveau, par peur d'avoir encore mal. J'ai rien dit. Il m'a tendu le carton. Vous, là, je sais pas encore de quel côté vous penchez. Vous pleurez, c'est bon signe, ça veut dire que la machine marche encore. Faites juste gaffe à pas la débrancher pour avoir la paix. La paix sans rien sentir, c'est pas la paix. C'est juste être mort avec les yeux ouverts. Il a refermé sa porte. Je suis resté dans le couloir avec le carton et avec ça, cette phrase, plus lourde que le carton. Chez moi, j'ai ouvert la boîte. Quelques bouquins que je lui avais prêtés et qu'elle n'avait jamais lus, les marque-pages encore à la première page. Un chargeur. Et au fond, une photo dans un cadre. Nous deux, au rodéo de Fort Worth, 1 an plus tôt. On souriait tous les deux, le chapeau de paille qu'elle avait acheté sur un coup de tête, mon bras autour d'elle, et on avait l'air, sur cette photo, d'un couple qui s'aimait pour de bon. J'ai sorti la photo du cadre. Je l'ai regardé longtemps. Le type sur la photo, avec son chapeau ridicule et son sourire plein, je le reconnaissais à peine. Je l'ai posé dans le bac de recyclage. Et puis je l'ai reprise. Et puis je l'ai reposée. Et puis je l'ai reprise encore. 3 fois. Personne ne raconte ça, qu'une photo ne se jette pas une fois. Qu'on la jette, qu'on la rattrape, qu'on la rejette. À la 3e, je l'ai laissée dans le bac,
et je suis parti dans une autre pièce pour ne pas la reprendre une quatrième. J'ai gardé les bouquins. Nicole a appelé le mercredi suivant. Elle avait d'abord écrit « Je peux t'appeler », ce qui ne lui ressemblait pas, à elle qui débarquait toujours sans prévenir. Bien sûr. Elle a appelé 10 secondes après. Je te dois des excuses, Carter. D'accord. J'ai pris son parti d'office. Au début. Elle m'a raconté sa version la première, le soir même, en pleurant, en disant que t'avais explosé sans raison, que t'étais devenu fou, que tu l'as jeté à la rue. Et moi j'ai gobé. Parce que c'est ma meilleure amie depuis 15 ans et qu'on croit son amie. Et puis je l'ai eu chez moi, ces 3 semaines, certains soirs, et j'ai écouté. Et plus j'écoutais, plus ça collait pas. Il y avait des trous dans son histoire. Et des trucs qu'elle disait sur toi, en passant, sans s'en rendre compte, qui te donnaient plutôt raison. C'est rien, Nicole. C'est pas rien. J'aurais dû te demander ta version. Et je vais te dire un truc, et c'est dur à dire parce que je l'aime, cette fille, mais, elle est épuisante. Le drame en boucle. Le besoin qu'on lui répète 20 fois par jour qu'elle est la victime. Le truc où c'est jamais sa faute, jamais, à personne. J'ai cru que c'était une mauvaise passe à cause de la rupture. Mais en vrai je crois que c'est juste elle. Et je crois que t'as vécu ça pendant 18 mois, et que personne autour de toi l'a vu, et ça me rend malade. J'ai regardé le mur, l'endroit où la photo n'était plus. Elle t'a demandé de me convaincre, j'ai dit. De lui laisser une chance. Un silence. Ouais. Elle me l'a demandé. Plusieurs fois. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était moche, et que t'avais le droit de partir, et que si elle voulait que ça change il fallait qu'elle commence par regarder ce qui clochait chez elle au lieu de chercher comment te récupérer. Elle l'a mal pris. Elle déménage chez quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Je peux plus l'héberger. Je peux plus être son service après-vente émotionnel pendant qu'elle refuse de se regarder en face. Je l'aime, mais je peux plus. Quelque chose s'est desserré dans ma cage thoracique, un nœud que je traînais depuis si longtemps que j'avais fini par le prendre pour ma forme normale. Sa meilleure amie. 15 ans. Si même elle ne tenait pas 3 semaines, alors le truc n'était pas dans ma tête. Je n'avais pas inventé 18 mois. Merci, Nicole. Vraiment. Prends soin de toi, Carter. Et encore désolé d'avoir cru sa version avant la tienne. J'ai raccroché et je suis resté un moment avec ça. Ce n'était pas une victoire. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Mais c'était quelque chose comme une vérité qui se confirme, et une vérité qui se confirme, ça vaut mieux qu'une victoire, à la longue. Greg et Kelly m'ont invité à dîner le samedi suivant. Au Pecan Lodge, le barbecue de Deep Ellum, là où il faut faire la queue 40 minutes le long du bâtiment pour une assiette de poitrine fumée qui les vaut largement. La file ne m'a pas dérangé. J'avais passé 3 semaines à éviter ma propre cuisine, alors faire la queue dehors, au soleil, entouré d'inconnus affamés, c'était presque des vacances. Kelly m'a serré dans ses bras quand on s'est assis. T'as une meilleure tête, Carter. Je dors dans mon lit, maintenant. Ça aide. C'était quand même le truc le plus dingue, a dit Greg en attaquant une côte. Toi sur le canapé pendant des semaines. J'en revenais pas. Moi non plus. Des regrets ? Il a demandé. Du choix, je veux dire. J'ai pris le temps de mâcher, parce que la vraie réponse était en 2 morceaux. Pas du choix. Du reste, oui. Plein. Je regrette pas de l'avoir fait. Je regrette d'avoir eu à le faire. C'est pas pareil, et personne fait la différence, mais elle est énorme. Greg a hoché la tête, lentement. Ça, mec, c'est une réponse de quelqu'un qui va bien, en fait. Le type qui te dit, aucun regret, je suis libre, je revis, c'est lui qui m'inquiète. Toi tu dis que ça fait mal et que t'as bien fait quand même. C'est ça, allez bien. C'est pas l'absence de mal. C'est le mal avec du sens dedans. Kelly a sorti son téléphone, hésité, l'a reposé. Elle poste beaucoup, a-t-elle fini par dire. Des trucs sur s'aimer soi-même, retrouver sa valeur, guérir. Je veux pas remuer le couteau. Tant mieux pour elle. J'espère vraiment qu'elle y arrive. Tu le penses ? A demandé Greg, sceptique. Oui.
J'espère juste qu'elle y arrive loin de moi. Ils ont ri tous les deux, un vrai rire, et la conversation a roulé ailleurs, la promo de Greg qui se concrétisait, leur projet de vacances, une histoire de collègue de Kelly. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais pas le problème autour de la table. Je n'étais pas le mec qu'on ménage, dont on s'inquiète, sur qui on échange des regards quand il regarde ailleurs. J'étais juste Carter, leur pote, un type avec qui c'est bien de partager une assiette de barbecue. On est resté jusqu'à la fermeture, à finir une part de tarte aux noix de pécan qui violait sûrement plusieurs lois de la nature, et qui était parfaite. Mais en rentrant, seul dans la voiture, à un feu rouge sur Commerce Street, le silence est retombé d'un coup dans l'habitacle, et je me suis surpris à parler tout seul à voix basse, à dire « ça va » à personne, juste pour entendre une voix dans la nuit. La mienne. Ça allait. Et ça n'allait pas. Les deux roulaient dans la même bagnole vers le même appartement encore trop grand. La guérison, ça se fait pas en ligne droite. Ça se fait comme un déménagement. Carton par carton. Et il y en a toujours un, tout au fond du placard, qu'on n'ouvre pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore le cran. 2 semaines plus tard, soirée poker chez Greg. J'avais failli ne pas y aller. Kelly m'avait inscrit d'office, comme prévu, et j'avais traîné les pieds toute la journée, parce qu'une soirée poker, c'était exactement le décor du soir où tout avait basculé, et je ne savais pas si j'avais envie de réentendre le bruit des cartes battues. Et puis je me suis souvenu de Monsieur Laurence, de ses 2 pentes, et je me suis dit que le mec qui se durcit, lui, il n'irait pas, il resterait chez lui à confondre la solitude avec la tranquillité. Alors j'y suis allé. Pour vérifier de quel côté je penchais. Le même groupe, à peu près. Greg, Kelly, Christine et son mec. Pas de Lindsay, évidemment. Pas de Nicole non plus. Et 2 têtes nouvelles, des collègues de Christine, dont une fille qui s'appelait Emily. Architecte. La trentaine. Sortie depuis peu d'une relation de 4 ans. Un humour qui arrive de biais, par en dessous, le genre qu'on ne voit pas venir et qui te cueille. On s'est retrouvés côte à côte à table. Pas tout à fait un hasard, Christine n'a jamais été championne de discrétion, elle nous avait casés l'un à côté de l'autre avec la subtilité d'un bulldozer. Carter, c'est ça ? A dit Emily pendant que Greg battait les cartes, ce bruit de cartes qu'on mélange, ce FRRT que je connaissais trop bien. Oui. Emily. Bonne mémoire. Christine dit que t'es un tueur au Texas Hold'em. Christine raconte n'importe quoi. Elle a ri. Un rire facile, qui ne réclamait rien à personne, qui ne cherchait pas à blesser quelqu'un dans la pièce. Ça paraît bête, mais après 18 mois, j'avais désappris qu'un rire pouvait être juste un rire. Je sors de 4 ans, elle a lâché, comme on pose une carte sur le tapis, sans drame. Apparemment je dois réapprendre à être avec des gens. À tenir une conversation qui dure plus de 3 minutes sans paniquer. Je sors de 18 mois. Je crois que je réapprends le même truc. 4 ans, c'est long. Elle a fait tourner sa bière, l'étiquette qui se décolle sous son pouce. Tu te réveilles un matin et t'es plus très sûr de qui t'es, parce que ça fait 4 ans que c'est quelqu'un d'autre qui te dit qui t'es. J'ai posé mes cartes. Je les regardais vraiment, pour la première fois. Ouais, j'ai dit. Exactement ça. Mot pour mot. Pas glorieux, hein. Elle a souri en coin. Tout le monde imagine qu'on est libre et soulagé, genre les ailes qui repoussent, et nous on est juste là à pas savoir quoi faire de nos mains dans une soirée. Tu fais quoi de tes mains, là ? Là, je tiens une bière, et je m'apprête à perdre de l'argent contre un soi-disant tueur. Ça occupe. J'ai ri. Pour de vrai. Le premier vrai rire depuis je ne savais plus combien de temps, et il est sorti tout rouillé, tout de travers, le genre de rire qu'on n'a pas fait depuis si longtemps que la mécanique a pris la poussière. Elle l'a remarqué. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête, comme quelqu'un qui reconnaît le son d'une serrure qui se débloque, et c'était bien qu'elle ne dise rien. On n'était pas en train de se draguer. C'est ça qui était bon. On était 2 convalescents qui se reconnaissaient à la démarche, 2 personnes qui marchaient encore avec une attelle invisible et qui voyaient l'attelle de l'autre. Et je savais exactement ce que c'était. Je le savais parfaitement. Que si quelque chose se passait avec cette fille, ça ne commencerait pas dans la grande lumière propre du nouveau départ. Ça commencerait dans le creux. Dans le besoin de ne plus être seul. Un pansement posé sur une plaie pour ne plus avoir à la regarder. Et qu'un pansement, des fois, à force,
avec de la chance et si on ne fait pas trop les cons, ça finit par devenir autre chose, de la vraie peau, du vrai amour. Mais que ça commencerait là. Dans le pansement. Et que ce n'était pas une honte. C'était juste comme ça qu'on se répare, les humains. Pas proprement. Par petits bouts qu'on colle un peu n'importe comment, en espérant que ça prenne. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai regardé, par réflexe. Numéro inconnu. Tu me manques. J'ai fait une grosse erreur. Est-ce qu'on peut se parler, juste une fois? S'il te plaît. Pas de signature. Un numéro que je ne connaissais pas. Le sien, sûrement. Changé, ou un nouveau, ou emprunté. Mais les mots, je les connaissais. Je les avais entendus, en vrai, debout dans mon salon vidé, un samedi midi, avant qu'elle sourie et qu'elle dise que je n'étais pas du genre. Je suis resté dessus une seconde de trop. Et je voudrais écrire que je n'ai rien ressenti. Que c'était devenu de l'indifférence, un truc lointain, un bulletin météo d'une autre ville. Ce serait le beau mensonge, la version du mec en marbre que j'avais essayé d'être et que je n'avais jamais réussi à être. La vérité, c'est que quelque chose a tiré, tout au fond, le carton du placard que je n'avais pas encore ouvert. Une fraction de seconde, j'ai eu envie de savoir ce qu'elle dirait. Juste savoir. Pas revenir. Savoir. Le besoin était là, petit, têtu, vivant. J'ai supprimé le message. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton. Une vraie hésitation, pas du cinéma. Il a fallu que je le force un peu, ce pouce, comme on force une porte que l'humidité a fait gonfler dans son cadre, celle qui résiste juste avant de céder. Mais il a appuyé. Le message a disparu. Tout va bien? A demandé Émilie. Elle avait vu mon visage faire quelque chose. Elle était observatrice, cette fille. 4 ans à lire quelqu'un, ça doit aiguiser. Ça va. J'ai posé le téléphone face contre la table, écran contre le bois. Un truc que je suis en train de finir de ranger. Un de ces vieux cartons, tu sais. Je connais les vieux cartons. J'en ai 3 ou 4 qui traînent encore. On les ouvre quand? Quand on est prêt. Pas avant. Et jamais le soir, c'est une règle. Le soir on croit toujours qu'il faut les rouvrir. C'est un piège. J'ai souri. Elle avait raison, et elle le savait, et elle savait que je le savais. De l'autre côté de la table, Greg a croisé mon regard, une demi-seconde, et il a hoché la tête, à peine, ce hochement de mec qui te connaît depuis la fac et qui devine très bien à quel numéro tu viens de ne pas répondre. Kelly a souri dans sa bière. Christine avait l'air contente d'elle, l'entremetteuse comblée. Et moi, j'ai ramassé les cartes qu'Émilie venait de me distribuer, le téléphone éteint sous ma paume, le vieux carton refermé pour ce soir refermé, pas jeté, et je commençais tout juste à apprendre que les deux n'étaient pas la même chose et j'ai joué la main. Pas en vainqueur. Je n'avais rien gagné. Pas guéri non plus, pas réparé, pas neuf. Juste vivant. À vif. Le cœur encore à 100, mais qui battait, qui sentait des trucs, qui faisait mal et qui riait dans la même soirée. Assis à côté de quelqu'un qui avait l'air de savoir, exactement, ce que ça faisait de marcher avec une attelle qu'on est seul à voir. C'était déjà ça. Pour ce soir-là, c'était même énorme.